Bonjour, mesdames et messieurs. Donc moi, je me présente, je suis Philippe Sissoko. Je suis directeur général d'Eurofinance INI. Donc c'est la branche Eurofinance qui s'occupe de produits électriques et électroniques. Nous sommes basés à Aix-en-Provence et en région parisienne. Et donc notre activité est principalement orientée, organisée autour du test de la certification de produits électriques et électroniques. Donc ça va comprendre des tests de CEM, de radio, de sécurité électrique et également des évaluations de cybersécurité. Bon, nous sommes très, pour l'instant, concentrés sur les produits médicaux, mais nous avons aussi une activité pour l'ensemble de l'IoT. Donc moi, je vais vous présenter la cybersécurité, le cadre réglementaire. On va beaucoup parler de cybersécurité cet après-midi. Donc en matière de cybersécurité, c'est quelque chose qui est nouveau pour les produits IoT. Et pour la partie cyber que je vais traiter, je regarderai que l'aspect IoT, c'est-à-dire l'aspect produit et système, en sachant que le spectre, on peut traiter la cybersécurité sous différents angles, depuis l'humain jusqu'au cloud, quoi. Donc moi, je vais m'intéresser à la partie IoT, à la partie produit, à la partie système. Donc vous présentez le cadre réglementaire, ça veut dire aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour pouvoir évaluer la cybersécurité des produits et permettre également l'utilisateur final de pouvoir choisir des produits en toute confiance. Donc il y a des choses qui se font aujourd'hui en matière de cybersécurité par design et bien sûr il y a un certain nombre de fonctionnalités, notamment des fonctions de sécurité qui doivent être implémentées dans les produits de plus en plus au niveau de la conception pour s'assurer qu'une fois le produit mis sur le marché, mis en service, le risque cyber soit amoindri. Voilà. Donc tout d'abord, comme vous le savez tous, on a pratiquement tous un objet connecté. Actuellement, selon les prévisions, si ce n'est pas plus, on parle de 75 milliards de produits IoT d'ici 2025. En sachant que dans IoT, on va mettre tout ce qui est avec des technologies en général sans fil. C'est déjà tout ce qui est connecté à Internet, mais c'est une grande majorité tout ce qui fonctionne par du sans fil. Donc depuis la 5G dont on va beaucoup parler cet après-midi et tout ce qui est ce qu'on appelle dans le langage IoT les appareils de faible portée, les short range devices, on va retrouver donc du Wi-Fi, du Bluetooth, du Zigbee, du NFC et toutes ces nouvelles technologies, le LoRa, qui sont utilisées dans le cadre de la connectivité. Donc 75 milliards de produits. Donc de plus en plus de solutions connectées, comme celles qui vont être présentées cet après-midi. Donc il est clair que la problématique cyber devient quelque chose d'important et quelque chose qu'il faudrait prendre en compte. Alors, comme c'est un secteur qui jusqu'à présent n'était pas très bien légiféré ou le cadre réglementaire n'était pas assez précis, au même titre qu'on peut l'avoir aujourd'hui dans le cadre du marquage CE pour un certain nombre d'exigences qui peuvent être applicables à des produits électriques et électroniques, la cybersécurité est pendant longtemps et même encore restée dans un domaine, je dirais un peu high level, puisque jusqu'à présent, un cadre dans lequel on va retrouver la cybersécurité de façon, je dirais, réglementaire et un peu coercitive, c'est les produits, ce qu'on appelle les critères, les certifications de critères communs, qui concernent davantage les produits qui ont attrait à la sécurité de l'État ou tout ce qui est produits utilisés dans des transactions bancaires, type les terminaux de paiement, les cartes à puce, ou tout ce qui est également identification de personnes, biométrie, passeport, ainsi de suite. Donc pour tous ce type d'appareils, jusqu'à présent, il y a des certifications nationales dans un certain nombre de pays à travers le monde qui imposaient ce qu'on appelle les critères communs. Donc les critères communs, c'est quelque chose de assez complexe, assez lourd, et avec je dirais une rigueur extrême qui forcément ne peut pas être applicable à une prise connectée ou à un luminaire connecté. Donc il a fallu mettre en place pour l'IoT, en fonction des différentes technologies, des exigences qui soient applicables
et réaliste par rapport à l'IoT. Donc c'est ce que je vais vous présenter et c'est comme ça que la certification et tout ce qui est moyen d'évaluer les produits s'est mis en place. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la cybersécurité est quelque chose de volontaire ou d'obligatoire? Ça dépend. Comme à travers l'exemple que je viens de donner, on se rend compte que la cybersécurité est obligatoire dans ces cas-là. Par contre, elle demeure pour les produits IoT, pour un certain nombre de produits grand public, elle demeure encore une démarche réglementaire. D'ici, bien sûr, que ces réglementations dont je vais parler cet après-midi se mettent en place. Et vous savez qu'à chaque fois qu'une réglementation ou une certification se met en place, elles ne se mettent jamais en place de façon brutale du premier coup. Il y a toujours des phases d'adaptation, donc qu'on appelle dans le jargon réglementaire des phases transitoires, qui permettent d'une part aux industriels de mettre à niveau leurs produits pour progressivement concevoir des produits qui soient en phase avec ces exigences et également permettre aux instances de normalisation de pouvoir sortir les normes correspondant à ces nouvelles exigences. Donc on est dans ces phases, on est actuellement dans ces phases, que ce soit pour l'automobile, le médical, pour l'IoT, pour un certain nombre de produits, les réglementations se mettent en place petit à petit. Donc voilà, il y a des schémas de certification obligatoires, mais la plupart d'entre eux, je dirais 90% des produits aujourd'hui ne sont pas concernés par des schémas obligatoires, mais ce sont des choses qui sont en cours de mise en place. Donc c'est ce que je vais expliquer. Donc là, on voit à travers cet exemple, quelques recherches sur Google, on se rend compte que la cybersécurité devient quelque chose d'important dans le cadre de la prise en compte d'un certain nombre d'exigences de sécurité, de données privées, de données personnelles, du fait qu'on communique. Donc on fait transiter des données, on fait transiter des fonctions de sécurité. Donc c'est normal que ça soit pris en compte dans un certain nombre de domaines. Donc là, par exemple, focus sur le médical, où aujourd'hui les hôpitaux font partie des installations en France ou dans le monde les plus hackées aujourd'hui. On a vu que pendant les phases de Covid et même jusqu'à présent, il n'y a pas un mois en France où on entend que tel hôpital de telle région est bloqué parce que hacké avec des ransomware, ainsi de suite. Et on verra que dans un hôpital, c'est une notion qui est importante et à la fois complexe par la multitude d'équipements qu'on peut rencontrer depuis l'IT, l'OT et toutes les connexions qu'on peut avoir. Et je dirais volontaire, mais petit à petit rendu également obligatoire par les cahiers des charges, par des appels d'offres où lorsqu'on va acheter un certain nombre d'équipements, on va exiger que la cybersécurité soit prise en compte. Donc c'est le cas par exemple de quelques sociétés qui ont mis en place un certain nombre de process permettant de prendre en compte la cybersécurité. Un des process les plus connus, c'est celui qui tourne autour de l'ISO 27001 qui concerne l'IT. Mais de plus en plus, l'IT étant connecté à l'OT, c'est-à-dire désormais dans la plupart des industries, dans la plupart des sites industriels, l'IT est connecté à l'OT. L'OT, c'est tout ce qui est opérationnel. Donc on a l'usine qui va être connectée à l'IT. Et on se rend compte que depuis que les deux sont interconnectés, avec cette convergence, les problèmes de cybersécurité augmentent, puisque les appareils qu'on va installer sur la chaîne de fabrication ne sont pas forcément conçus pour résister à la cybersécurité. Et par des passerelles, ils se connectent à l'IT et là, les problèmes commencent. Il y a 2 ans, je crois que c'était en février 2021, il y a eu un gros problème aux États-Unis sur un réseau de pipeline de carburant, le Colonial Pipeline, donc qui s'est fait hacker par l'OT, c'est-à-dire que sur les chaînes opérationnelles, les hackers sont rentrés dans le système IT, mais en passant par le réseau opérationnel qui était connecté à l'IT. Et donc ça a bloqué, je ne sais plus combien de jours, la distribution de carburant sur toute la côte Est. Voilà. Donc quelques exemples. Moi, un des exemples que je connais et que j'ai eu à pratiquer, ce sont des exemples qui tournent autour
de la 62443 et de la 27000. Donc là, on a vraiment un outil aujourd'hui qui permet d'évaluer la conformité de l'IT associée à l'OT. Donc on verra ça plus loin dans la présentation. Voilà, donc là je vais aller vite, quelques exemples. Ça c'est l'évolution. Donc sur cette image, on voit l'évolution des hackings au niveau de la cybersécurité, principalement depuis les centrifugeuses en Iran et aujourd'hui des attaques IoT basiques sur un certain nombre de produits. Donc fort de ça, la Commission européenne a décidé de mettre en place un schéma de certification. Donc face à la multitude et à la complexité du problème, dans un premier temps, ils se sont dit, voilà, on va mettre en place une réglementation avec des schémas de certification, mais en définissant au préalable un cadre. Donc, ils ont défini une réglementation plus, je dirais, recommandations expliquant comment la cybersécurité serait prise en compte. Donc, cette certification a été publiée en 2019, donc sous l'appellation Cyber Security Act. Et donc, ce Cyber Security Act a défini le cadre de la cyber en définissant plusieurs niveaux, comme on va le voir plus loin, et ensuite en proposant aux différentes réglementations verticales qui veulent traiter le sujet cyber de s'inspirer de l'articulation des référentiels. Donc tout d'abord, plutôt que de prendre en compte le sujet avec l'existant, en sachant que, comme j'ai dit en introduction, ce qui existait était beaucoup plus axé pour, je dirais, le top de la sécurité, le Cyber Security Act a distingué différents niveaux de sécurité selon la fonctionnalité du produit et selon l'usage qui en est fait. Et donc, à travers ça, ils ont défini 3 niveaux. Un niveau high, un niveau substantial et un niveau basique. Le niveau basique pour les produits pour lesquels la sécurité n'est pas importante, elle est à prendre en compte, mais elle ne constitue pas quelque chose de fondamental. Par exemple, une prise connectée, une ampoule connectée. Si c'est hacké, je ne pense pas que ça embête grand monde. Mais c'est quand même mieux pour l'usage qu'on veut en faire que ça ne soit pas hacké. Ensuite, le substantial. Dans le substantial, on va retrouver un certain nombre de produits de consommation, une télé. Si c'est hacké, ce n'est pas trop grave, peut-être. Un certain nombre de produits de grande consommation. Et ensuite, dans le substantial, on peut retrouver aussi un certain nombre de produits importants, type un gateway, une box Wi-Fi, des dispositifs médicaux. Et dans les dispositifs médicaux, on peut ensuite retrouver différents types de dispositifs médicaux. Et ensuite, on va arriver aux produits type I. Ce sont des produits pour lesquels la sécurité, la cybersécurité est importante. Donc, tout ce qui est un certain nombre de dispositifs médicaux, tout ce qui peut être aussi des grandes instances de l'État de production, ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Ça peut être aussi les véhicules autonomes, ça peut être le transport, ainsi de suite. Donc, pour chaque niveau, va appartenir une certaine catégorie de produits et il a été défini un minimum d'exigences, d'évaluation quand on va valider ces produits-là. Voilà. Donc, c'est ce qui est défini dans la colonne de droite, le minimum qui doit être évalué pour ce type de produit. Ensuite, un organe s'est mis en place au niveau de l'Europe, l'ENISA. L'ENISA, c'est l'organisme européen qui a en charge la cybersécurité et qui a en charge de mettre en place des schémas de certification. Donc, depuis la publication du Cyber Security Act, un certain nombre de réglementations se sont mises en place. Parmi les plus importantes, bien avant le Cyber Security Act, il y avait déjà le GPDR, tout ce qui est données personnelles. Ensuite, il y a eu la NIS. La NIS, c'est une directive qui est très importante, qui va rentrer en vigueur dans quelques années, on verra tout à l'heure. C'est une directive qui va concerner toutes les infrastructures critiques. Donc, dans chaque pays européen, il y a ce qu'on appelle les infrastructures critiques, comme je l'ai dit il y a 2 minutes. Ce sont tout ce qui peut être la sécurité, l'énergie, ainsi de suite. Donc, pour ces instances, ces infrastructures critiques, il a été défini un minimum de cybersécurité à prendre en compte. Ensuite,
Il y a également la directive qui concerne les produits radio. Aujourd'hui, les produits radio de communication sont soumis au marquage CE à travers des tests de CEM, de radio. Et la cybersécurité est venue compléter le volet des exigences à évaluer. Et depuis septembre de l'année dernière, il y a une nouvelle réglementation, je dirais plus transverse, qui est venue clarifier la cybersécurité en proposant un schéma beaucoup plus clair, transverse, mais avec des niveaux et une catégorie de produits pour lesquels ça va être applicable. Donc voilà, donc ce nouveau texte, le Cyber Resilience Act, il clarifie, je dirais, mieux l'application de la cybersécurité. Néanmoins, il ne sera pas applicable puisque, comme je l'ai expliqué en introduction, toutes ces nouvelles réglementations qui se mettent en place ont besoin également d'une période de transitoire. Donc voilà, si on devait regarder ça sur, je dirais, de façon un peu plus macro, l'écosystème des réglementations qui sont en train de se mettre en place, avec bien sûr le Cyber Security Act qui a défini le cadre, avec, comme je viens de l'expliquer, avec les différents niveaux, high, substantial et basique. Et ensuite, vous avez aussi plusieurs secteurs qui commencent à légiférer la cybersécurité, l'automobile, le transport, le ferroviaire, le maritime, le médical. Donc on a des verticales dans lesquelles il y a déjà des exigences, des normes, mais qui viennent rajouter la cybersécurité, ce qui permet d'avoir une lecture beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, j'ai essayé de synthétiser concernant l'IoT, concernant la plupart des produits de la vie de tous les jours et industriels, ce qu'il y avait actuellement en cours. Donc on a la réglementation par le marquage CE qui va couvrir tous les produits connectés, puisque ça c'est une réglementation qui est déjà applicable, mais qui n'a pas de cybersécurité. Le médical, qui est aujourd'hui un secteur pour lequel la cybersécurité est hyper importante. Aux États-Unis, il y a eu plein de reporting, plein de publications sur des équipements médicaux qui ont été hackés. Un des plus célèbres, c'est les pacemakers. Hacker des pacemakers et demander des rançons. Il y a eu aussi un épisode sur des pompes d'insuline dans des hôpitaux qui ont été hackées, toujours à des fins de ransomware, ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, depuis 2017, ils demandent, quand on évalue un produit ou quand on veut commercialiser un produit, ils demandent à minima d'analyser les vulnérabilités potentielles qui peuvent affecter un produit. Voilà. Et ensuite, on a l'industriel. Les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure avec Siemens, ABB, Schneider. Donc, ce sont des sociétés qui installent des dispositifs industriels et qui, de plus en plus, avec la convergence IoT-OT, prennent également la cybersécurité très au sérieux. On a également, au niveau européen, un schéma de certification qui va remplacer les critères communs, parce que les critères communs sont assez illisibles et très nationaux. Donc, chaque pays a ses critères communs et parfois rajoute des déviations nationales. Donc, la Commission européenne a décidé, à travers, je dirais, le Cyber Security Act, de poser un schéma transverse plus réaliste que celui actuellement appliqué par les États membres de façon, je dirais, nationale. Ensuite, on a également le cloud, puisque le cloud, c'est un des gros volets également de la cybersécurité, où il y a des impacts assez importants, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont converger sur le cloud. Donc, il y a une réglementation qui se met en place sur le cloud. Sur la 5G, dont on parle cet après-midi, il y a également un projet de certification spécifique à la 5G vis-à-vis des problématiques de cybersécurité, en sachant que la 5G, la plupart des devices, des mobiles 5G vont également avoir des fonctions IoT. Donc, il y a les deux aspects à prendre en compte. Et l'automobile, pour qui la cybersécurité est quelque chose d'important. Dans les incidents de cybersécurité relatés, beaucoup de sujets concernent l'automobile, notamment des hackings de voitures, de démarrage, hacking de freins. Enfin, je pense, si vous regardez dans la presse, je pense que le plus célèbre, c'est une marque américaine où carrément,
il y avait un gros risque au niveau de la cybersécurité sur le système de freinage. Voilà, donc ça, après, c'est le tableau qui résume un peu tous les schémas qui sont en train de se mettre en place au niveau Europe. Donc là, maintenant, je vais être un peu plus, je dirais, applicatif dans les 10 minutes qui me restent et vous présenter les principaux schémas qui sont actuellement en train de se mettre en place. Donc le premier que j'ai introduit tout à l'heure, c'est le NIS. Le schéma NIS, c'est un schéma qui va concerner toutes les infrastructures critiques. Alors, qu'est-ce que c'est une infrastructure critique? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est vital dans un pays. Donc l'énergie, le transport, la banque, finance, la santé, la pharma. Ça peut aussi être un certain nombre de dispositifs médicaux critiques, l'eau, les infrastructures, l'administration, ainsi de suite. Donc tous ces secteurs-là, à partir de 2024-2025, ils devront faire une analyse de la cybersécurité pour s'assurer de la non-vulnérabilité de leurs infrastructures. Okay. Ensuite, dans chaque pays, chaque État a désigné, il existe une liste confidentielle normalement, mais on la devine, des infrastructures critiques. En France, il y a à peu près une centaine, voire 100, 150 infrastructures critiques qui ont été définies. Et pour ces infrastructures critiques, bien sûr, je ne dis pas qu'on va passer de rien à cette réglementation. Il y a aujourd'hui des choses qui se mettent en place. Mais le projet, cette réglementation, elle va permettre d'uniformiser au niveau de l'Europe et de manière à ce que pour toutes les infrastructures critiques, la même chose soit appliquée et que la cybersécurité soit prise en compte. Donc voilà, donc ça c'est une première réglementation qui va davantage concerner les installations, un hôpital, l'énergie, EDF, le transport. Voilà. Comment prendre en compte la cybersécurité, ce qui veut dire que toute la chaîne qui va être incorporée dans cette industrie devra prendre en compte la cybersécurité depuis les produits jusqu'à l'installation finale. Et dans ce type d'installation, c'est là où on voit l'importance de la prise en compte à la fois de l'IT et de l'OT. Ensuite, Cyber Resilience Act, qui est une réglementation un peu plus transverse, qui va concerner un certain nombre de produits, mais de façon transverse, en s'inspirant du Cyber Security Act, avec cette notion, si vous vous rappelez, de basique, substantial et high. Donc, on va appliquer la cybersécurité en fonction de la criticité de chaque produit. Et donc, ça donne quelque chose. Donc là, je vais peut-être aller vite sur les exigences. Donc voilà, ce que ça va permettre de garantir que les produits connectés ou les logiciels qui sont placés sur le marché soient sécures. La notion de responsabilité du fabricant, quand il va poser un produit, il va mettre un produit sur le marché ou commercialiser un produit, il a une responsabilité sur la cybersécurité et une information vers le consommateur. Donc, importance que le consommateur soit informé vis-à-vis des risques de cyber. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu aussi dans la presse, les jouets connectés constituent également une cible intéressante pour les hackers, pour aller prendre le contrôle d'un jouet à travers un enfant et lui demander de faire n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est important dans les notices d'utilisation, dans les instructions d'usage, également que le consommateur soit bien informé sur la cybersécurité. Et on voit aussi que cette réglementation transverse, elle vient complémenter, elle vient, je dirais, en complément de celle que j'ai présentée précédemment sur les infrastructures critiques. Donc voilà, les obligations. Donc ça veut dire que si vous êtes fabricant et que vous fabriquez un dispositif qui a du logiciel ou qui a de l'intelligence, vous devez prendre en compte ces 6 obligations, exigences au niveau de votre produit. La cybersécurité, un certain nombre d'exigences, peut-être à prendre en compte, même pas peut-être, par design. Donc c'est ce qu'on appelle, il y a beaucoup de choses en matière de cybersécurité qui se font par design au moment de la fabrication du produit, de sa conception. Les vulnérabilités, et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas évident à suivre puisque les vulnérabilités, elles changent tous les jours. Vous prenez par exemple sur le Wi-Fi, sur le Zigbee, sur le Bluetooth, il existe des bases de données, une base de données
Je vais en citer une qui s'appelle Mitre, dans laquelle convergent toutes les vulnérabilités qui sont publiées tous les jours. Donc sur le Wi-Fi, il y a peut-être 10 000 vulnérabilités en matière de cybersécurité. Certaines ont été patchées, d'autres pas, ainsi de suite. Mais tous les jours j'exagère, de façon régulière, des vulnérabilités sur des fonctionnalités sont produites. Donc ça veut dire que si vous, demain, vous utilisez du Wi-Fi, du Bluetooth, vous devez aussi, bien que vous ayez évalué votre produit en matière de cyber, ça va marcher aujourd'hui, 24 janvier, mais peut-être que dans une semaine, une nouvelle vulnérabilité pourra apparaître sur le Bluetooth, sur le Wi-Fi et rendre vulnérable votre produit. Donc c'est toute la complexité aussi de la cybersécurité, c'est le service après-vente et la maintenance. Une fois que vous avez évalué votre produit, comment vous assurer? Donc ça veut dire que vous devrez suivre les vulnérabilités. C'est pour ça que les assurances sont assez frileuses à assurer le risque cyber. Parce que vous allez peut-être l'assurer aujourd'hui. Bien sûr, l'industriel va vous dire, voilà ce que j'ai fait de la robustness, j'ai fait de la performance, j'ai fait du hacking, j'ai fait du pentest, j'ai fait plein de tests qui sont valables aujourd'hui, mais peut-être que dans 2, 3 mois, 4 mois ou dans un an, ils ne seront plus valables. Donc, grosse difficulté. Ce document est pas mal puisqu'il a défini les classes. Donc, il dit que voilà, les produits avec beaucoup de risques classe 1, les produits avec un risque intermédiaire classe 2 et les produits type la prise connectée, la lampe connectée. Voilà, le fabricant a la responsabilité de mettre un produit sur le marché qui prend en compte au moins les vulnérabilités. Voilà. Donc ça, vous montrez également que dans le cadre des produits connectés, voilà aujourd'hui une approche qui permette d'évaluer la cybersécurité avec un certain nombre de fonctionnalités, hein, la disponibilité, l'authentification, les autorisations. Donc ça, c'est un peu une étude de cas pour vous montrer comment, sur un produit connecté, aujourd'hui IoT, on peut prendre en compte la cybersécurité à travers les 3 triptyques, le déni de service, les données personnelles et la fraude. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de tests qu'on va faire sur la disponibilité, l'authentification, l'autorisation, les mots de passe, ainsi de suite, les updates. J'en ai parlé il y a 30 secondes, 1 minute. Voilà, les protections des attaques, hein, parce qu'à partir du moment où vous avez un produit avec du Wi-Fi, du Bluetooth, ainsi de suite, il a ce qu'on appelle des surfaces, vous augmentez les surfaces d'attaque, donc ça veut dire que les moyens de pénétrer votre produit augmentent. Donc on va tester la vulnérabilité des surfaces d'attaque. Voilà, les logins, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, il existe une norme, l'ETSI a sorti des normes qui permettent d'évaluer la cybersécurité. Donc ce sont actuellement les 3 normes, je dirais il y en a une principale et les deux, celle du milieu et celle du bas, sont plus des guides qui aident à appliquer la norme principale. Voilà. Donc pour l'instant, pour toutes les réglementations qui se mettent en place, il y a pratiquement, pour l'IoT, hein, il n'y a pas beaucoup de normes, ça se met en place. La plupart des instances de normalisation parlent de 2024-2025 et là on aura un peu plus de normes. Et le dernier schéma dont je voulais également vous parler, qui peut concerner l'IoT et l'industriel, c'est le schéma qui va à la fois associer l'ISO 27001 pour l'IT et les normes IEC 62443. Et on voit cet exemple-là qui est hyper aujourd'hui important. Moi, ça fait 4 ans que j'ai travaillé dessus. Il y a aujourd'hui beaucoup de sociétés qui, sans que ça soit obligatoire, passent par ce schéma-là, utilisent ce schéma-là, parce que ce schéma-là, il permet à la fois de sécuriser l'IT, donc l'infrastructure IT, et l'OT, qui est de plus en plus connecté. Donc, il y a un certain nombre de schémas qui sont mis en place. Et un des points importants, c'est que ces schémas ont défini ce qu'on appelle des niveaux de sécurité, selon l'endroit où va se trouver le produit dans l'écosystème et la criticité du produit. Donc là, on retrouve la classification du tout début, basique, substantial, high, en fonction du produit, le risque cyber, le risque d'avoir d'incidents ou le risque d'attaque. Donc il y a toute une classification qui est faite dans ces normes-là. Donc selon que votre produit dans l'industrie, ça soit
un device, un composant, un produit. Vous pouvez être aussi au milieu intégrateur de système et vous pouvez être également un opérateur. Donc ce schéma de certification, il a tout prévu selon les différents niveaux où on va se trouver dans l'installation. Et donc, on va aussi avoir ce qu'on appelle des niveaux de sécurité en fonction du risque d'attaque. Donc ça veut dire qu'il y a toute une analyse de risque au départ qui est mise en place. Donc ce que je vais faire par exemple sur un gateway qui va être utilisé sur une chaîne de fabrication, ça ne va pas être la même chose que ce que je vais faire sur un automate programmable qui va gérer telle ou telle fonction. Et donc on va retrouver dans cette norme des niveaux de sécurité, SL1 jusqu'à SL4, en fonction de la criticité. Et on voit que si on veut s'affranchir d'attaques sophistiquées, de hackers, ainsi de suite, on va monter davantage au niveau des niveaux de sécurité. Voilà. Et donc, dans ce schéma-là, il y a toute une classification qui est faite en fonction du produit et en fonction de, bien sûr, ce qu'on vise. Donc, en conclusion, donc, la cyber, ce qui est en train de se faire, c'est des schémas qui sont en train de se mettre en place et qui prennent bien en compte les niveaux de produits. Négliger la cyber, peut poser des gros problèmes au niveau de votre stratégie. Bien sûr, ça a un coût, comme dans beaucoup de choses, dans beaucoup de contraintes qui se mettent en place. Il est clair que la cyber, bien sûr, peut réduire vos marges, peut réduire la profitabilité, puisque ça va nécessiter un certain nombre de tests. Et aujourd'hui, les tests de cyber ne sont pas donnés. Quand on voit que, pour un produit simple, IoT de consommation, une évaluation peut prendre 2 à 5 jours, mais pour des gateways, pour des équipements industriels, on peut aller jusqu'à une trentaine de jours d'évaluation. Alors, quand on arrive dans des niveaux high, par exemple, quand on veut faire du SL4, pour s'assurer sur des produits critiques, en prenant en compte un certain nombre de risques cyber, on peut aller jusqu'à 50 jours d'évaluation. Voilà, donc comme je l'ai précisé aussi, les schémas au niveau de l'Europe qui se mettent en place à travers le Cyber Security Act, le CSA, et surtout, j'attire l'attention que la cyber, c'est un tout. On ne peut pas attaquer la cyber sur un produit. À partir du moment où on est dans un monde qui est interconnecté, et c'est la plus grande erreur que font aujourd'hui les industriels au niveau des grandes chaînes, que souvent on s'intéresse beaucoup à l'IT. Jusqu'à présent, l'IT est très sécurisé. Prenez cet ordinateur. Bon, tout à l'heure, malheureusement, on m'a demandé de mettre une clé. Mais j'ai dit non, je ne peux pas, puisque le premier risque cyber, c'est les clés. Et donc, de toute façon, dans mon entreprise, on nous a formellement interdit d'utiliser des clés USB. Donc, supposons que vous prenez une clé USB, vous mettez sur ce produit-là. Demain, je retourne dans ma société. Bien sûr, au niveau de l'IT, sans doute, je vais avoir des antivirus, des protections, ou même là, il suffit que je me connecte sur notre VPN, peut-être que le risque va être détecté. Mais vous prenez un produit, le même produit, je le mets dans le labo dans lequel j'utilise des logiciels qui permettent de faire tourner un certain nombre de machines. À partir du moment où ces machines, je les connecte à mon IT, il y a des risques. Et l'importance du dernier schéma que je vous ai montré, ce sont des moyens qui vont permettre de contrecarrer ce risque qui est aujourd'hui un des plus grands en matière de cybersécurité des installations industrielles. La convergence IT-OT, comment s'assurer que tout ce qu'on va mettre dans la partie OT ne va pas déborder sur l'IT. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, sinon je... Non, j'avais juste une question dans tous les schémas que vous avez présentés. Quelle est la part est-ce que c'est défini actuellement, quelle est la part d'auto-certification et la part de démarche qu'il faut faire auprès d'un organisme certifié? Comment ça s'organise? Dans ce que j'ai présenté cet après-midi, il y a 3 grandes manières de voir les choses. Donc pour les produits IoT industriels, qui concernent la majorité des produits, c'est 90%, il y a actuellement des schémas qui vont s'inscrire dans le marquage CE. Donc le marquage CE tel qu'il existe aujourd'hui, qui prend un certain nombre de contraintes,
la CEM, la sécurité électrique, la machine, les dispositifs médicaux. Donc ces réglementations CE se complètent avec un volet cyber. C'est-à-dire que la cybersécurité devient une part importante de ces schémas. Après, selon la criticité de produit, selon que le produit soit dans la classe 1, 2 ou 3, soit le fabricant pourra procéder lui-même à l'évaluation de son produit. Donc le fabricant aura la responsabilité d'évaluer son produit sur la base d'un certain nombre de requirements, de fonctionnalités de sécurité, soit le fabricant aura obligation de passer par un organisme tiers. Donc voilà aujourd'hui les deux possibilités qui existent.